Enregistrement, puis on recommence. Ok, du coup, la semaine dernière, on avait fini le cours sur les bornes, etc. On avait fait quelques exos. Il y avait encore d'autres exos sur la feuille de TD, mais qui sont moins intéressants. Et dans le DM, en fait, je vous ai donné l'exo 20, donc comme ça, vous pourrez le faire. Et pour le reste, c'est moins important. Donc, ce qu'on va faire, c'est commencer le dernier chapitre du cours, qui est le chapitre sur les suites numériques. Alors, moi, dans ma numérotation, c'est le chapitre 6. Voilà. Donc, c'est le chapitre qu'on va faire jusqu'à la fin du semestre, parce qu'il y a pas mal de trucs à dire. Donc, la première section du cours, c'est sur les suites et les limites. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est qu'une suite? Bon, vous le savez, mais ça vaut le coup de redéfinir ça proprement. Une suite, bon, c'est une suite réelle que je vais définir ou numérique, une suite de nombres. Bien sûr, on peut définir des suites de n'importe quoi, hein. Mais là, c'est des suites de nombres qu'on va faire. C'est tout simplement une fonction U qui va de grand N dans R. Où je vous rappelle que grand N, c'est l'ensemble 0, 1, 2, 3, et R, c'est l'ensemble des nombres réels. Bon, en général, les suites, on ne les note pas comme des fonctions. On les note comme ça. U, c'est UN pour n positif, ou encore UN pour n dans le grand N. D'accord, on ne les note pas de la forme... ça y est, mon stylo est encore en panne. Alors... Voilà. On ne les note pas U de N, hein, souvent. On pourrait, hein, mais c'est la même chose. On les note U indice N, et pour N positif. Donc, le nombre UN s'appelle le nème terme de la suite. Alors, je veux insister sur un truc. Vous voyez que là, j'ai noté deux choses. D'une part, il y a la suite UN. Donc, la suite UN, on la note entre parenthèses. Et il y a le nombre UN qu'on note sans parenthèse. Et il faut bien faire la distinction entre les deux. Quand vous notez UN entre parenthèses, c'est une suite. Et quand vous le notez sans les parenthèses, vous parlez du nombre UN, où N, c'est un nombre fixé. Ok? Donc, ça, ce que je suis en train de surligner, c'est une fonction qui dépend de N. Et ça, ce truc-là, c'est un nombre qui est fixé. Ok? Donc, quand vous parlez de la suite, il faudra toujours la noter entre parenthèses. Et quand vous parlez du nombre, il ne faudra pas mettre de parenthèses. Ok? Bon, c'est important hein, pour le raisonnement, la notation, de bien distinguer entre la suite et ses termes. D'accord? Bon, voilà. Donc ça, c'est une suite. Donc par exemple, je sais pas, la suite U qui serait la suite des n carrés pour n positif. Donc U, c'est 0, 1, 4, 9, etc. Ça, c'est une suite. Il y a les suites, ensuite, il y a les suites arithmétiques, les suites géométriques. Bon, bref, vous connaissez plein d'exemples de suites. Alors, une remarque aussi, une suite peut parfois commencer à un rang différent de 0.
Hein, vous voyez, là, je prends des suites dont le premier rang, c'est le rang n égale 0, mais on peut faire des suites qui ça ne change pas grand-chose. Hein, U, ça pourrait être l'ensemble des UN pour n plus grand que 2 ou 3 ou 4, hein, ou même 1. C'est comme vous voulez. Vous pouvez faire des suites qui commencent au rang 2, c'est pas un problème. Donc, on appelle encore ça des suites. Alors avec les suites, on peut faire plusieurs choses. C'est un peu comme les vecteurs en fait. Les suites, on peut les additionner entre elles, et puis on peut les multiplier par un scalaire. Et puis en plus, les vecteurs, ce qu'on peut faire, c'est les multiplier entre elles. Donc soit U égale UN pour n positif et V égale Vn pour n positif. Donc vous voyez, U, c'est la suite, et pour noter une suite, je la note entre parenthèses avec l'indice n positif. Pareil pour V. Leur somme est la suite U plus V, et le terme de rang n de la suite U plus V, c'est UN plus Vn. Donc vous voyez la notation, U plus V, c'est une suite, dont le terme de rang n, c'est UN plus Vn. Okay. Bon, de même, leur produit est la suite UV, dont le terme de rang n, c'est UNVN, pour n positif. Donc vous multipliez, vous additionnez les suites terme à terme. Et si alpha dans R, c'est un scalaire, on définit alpha U, c'est la suite dont le terme de rang n, c'est alpha UN pour n positif. Ok, donc c'est comme les vecteurs, vous pouvez les additionner, vous pouvez multiplier par un scalaire, mais en plus, vous pouvez les multiplier entre elles. Donc à chaque fois, vous faites ça terme à terme. Bon, alors est-ce que ça, c'est ok pour tout le monde? La définition des suites. Hein, qu'on sache bien de quoi on parle. Ouais, bon, ça c'est des trucs que vous connaissez, je pense, depuis le lycée. Alors maintenant, ce qu'on va étudier, et c'est là qu'on arrive aux choses compliquées, c'est les limites de suite. Alors vous savez un petit peu vaguement ce que c'est qu'une limite, mais maintenant on va voir ça de manière plus précise. Alors il y a une question, elles doivent être initialisées au même rang ou pas obligées? Bah, bon, oui et non. Enfin, si vous voulez dire pour faire la somme de deux suites ou le produit de deux suites, bah, si elles ne sont pas initialisées au même rang, imaginons il y en a une qui commence au rang 0 et l'autre au rang 1, vous pouvez faire une suite produit où en fait, qui commencerait au rang 1 et il n'y aurait rien en rang 0. Bon, on peut considérer ça. Et si on veut, on fait deux opérations. On prend la suite qui commence au rang 0, on oublie le premier rang, donc si vous voulez, on restreint la fonction U à l'ensemble des entiers strictement positifs, puis ensuite on les multiplie. Bon, mais effectivement, on peut faire ça. Après, bon, c'est du bon sens, hein. Vous pouvez, les opérations qui ont l'air de marcher, vous pouvez toujours définir les trucs comme ça, comme vous voulez. Alors, on revient sur les limites. Donc les limites, vous savez vaguement ce que c'est, mais vous n'avez pas forcément vu une définition rigoureuse de qu'est-ce que c'est qu'une limite. Et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui et jusqu'à la fin du semestre, c'est voir rigoureusement ce que c'est que la limite d'une suite. Alors intuitivement, qu'est-ce que c'est que la limite? Bah, c'est vous avez une suite, et quand n tend vers l'infini, les nombres un vont être de plus en plus proches d'un certain nombre L qui va être la limite. Donc si la suite tend vers une limite L. Bon. Mais concrètement, comment est-ce qu'on définit la limite d'une suite? Quand est-ce qu'on dit qu'une suite tend vers une limite L? Donc il faut rendre l'énoncé quand n devient très grand, le nombre est très proche de L. Le nombre UN est très proche de L. Il faut rendre ça précis. Alors la manière de rendre précis, et c'est important de bien comprendre le truc,
c'est la manière suivante. Donc, imaginons ici, vous avez l'axe réel, et là, vous avez n, et là, vous avez un. Donc, vous avez 0, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, la manière de rendre précis le fait que quand n devient très grand, le nombre est très proche de L, imaginons L est ici, ça va être de la manière suivante. Donc, il faut bien suivre, hein. Là, c'est quelque chose d'assez compliqué que vous avez peut-être jamais vu, donc c'est vraiment important de bien suivre. La manière, c'est la suivante, c'est de dire que si je me donne une bande de longueur, attendez, une bande de largeur epsilon autour de L, alors à partir d'un certain rang, la suite au début, on ne sait pas trop ce qu'elle fait, hein, mais à partir d'un certain rang, elle va rentrer dans la bande autour de L, et elle ne va jamais en ressortir. Et ça, quel que soit epsilon aussi petit qu'on veut. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, imaginons L, c'est 1. Bah, ça veut dire que, à partir d'un certain moment, à partir d'un certain rang, tous les termes de la suite vont être compris entre 0,9 et 1,1. Vous aurez toujours UN entre les deux. Et ça veut dire que si vous voulez une précision de 1 dixième, et ben, à partir d'un certain moment, UN sera toujours égal à 1 à peu près, à 1 dixième près. Mais bien sûr, ce n'est pas suffisant, hein, la suite pourrait faire n'importe quoi. Ben, on va dire, OK, si on veut une précision de 1 centième, il va exister un certain rang qui sera peut-être plus grand que le rang d'avant, à partir duquel UN sera compris entre 0,99 et 1,01. Et puis, si vous voulez une précision de 1 millième, on va peut-être devoir aller encore plus loin, mais à partir d'un certain rang, la suite UN sera égale à peu près à 1, avec une précision de 1 millième, etc. À chaque fois, quelle que soit la précision que vous demandez, la suite UN, au bout d'un certain moment, elle va être égale à peu près à la limite avec cette précision-là. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Alors, il y a une question dans le chat, comment elle peut dépasser la limite? Bah, là, vous voyez, j'ai pris une bande en haut et en bas. Vous pouvez, la suite UN, si vous voulez, elle peut osciller autour de la limite. Elle n'est pas obligée d'être toujours au-dessus ou en dessous. Mais ce qui est important, c'est que quelle que soit la largeur de la bande, vous voyez ici, j'ai fait une bande en rouge autour de elle, quelle que soit la largeur, aussi petite qu'on veut, hein, je peux la faire comme ça, mais je peux faire comme ça, ou même encore plus petite. Quelle que soit la largeur que je demande, à partir d'un certain temps, la suite UN va toujours rester dans cette bande de largeur epsilon, par 2 epsilon en fait, autour de elle. Donc vous pouvez penser à ça en termes de, si vous voulez, en précision. Quelle que soit la précision que vous demandez, à partir d'un certain moment, la suite UN, vous ne pourrez pas dire, enfin, comment dire? À partir de ce rang-là, pour la précision que vous demandez, la suite UN sera à peu près égale à la limite. D'accord? Que ce soit au-dessus ou en dessous, hein. Ça peut être, vers, les strictement supérieurs à la limite ou strictement inférieur, mais ça ne va pas dépasser une certaine bande autour de la limite. Ça va? L'idée, informelle, est-ce que c'est OK? Attendez. Ouais. Bon, maintenant, il faut, convertir ça en langage mathématique, ce truc, informel. Ça veut dire, quelle que soit la précision qu'on se donne, à partir d'un certain moment, on est à peu près égal à la limite à cette précision près. Alors voici la définition, qui est vraiment la définition, la plus importante, du chapitre, et il faut vraiment, bien comprendre et bon, presque l'apprendre par cœur, j'ai pas envie de dire ça, mais c'est vraiment, la forme de l'énoncé est très compliquée. Donc soit U
égale UN, une suite réelle, et L, réel. OK, on dit que la suite U converge vers L, ou alors on peut aussi dire que U a pour limite L si, alors, attention, c'est vraiment là maintenant le point essentiel. Donc on dit que la limite de UN c'est L ou que U converge vers L si, pour tout epsilon strictement positif, donc qu'est-ce que ça veut dire? Quelle que soit la précision que je demande, donc vous pouvez penser epsilon c'est un nombre qui est tout petit. C'est un dixième, un centième, un millième. Et quelle que soit la précision que vous demandez, il va exister un rang grand N. Donc, à partir d'un certain moment, tel que, pour tout n supérieur ou égal à grand N, donc, j'explique au fur et à mesure, quelle que soit la précision qu'on se demande, donc pour tout epsilon strictement positif, il existe un rang à partir duquel, donc pour tout n qui est supérieur ou égal à ce rang, un moins L est strictement inférieur à epsilon. Donc ça veut dire, ça c'est la même chose que, attendez, je ressors mon crayon gris, ça c'est la même chose que N moins epsilon inférieur à UN inférieur à L plus epsilon. Donc, on récapitule, on relit la phrase que je viens d'écrire. Pour tout epsilon positif, donc, quelle que soit la précision epsilon que je demande, vous imaginez epsilon, c'est un nombre qui est petit, et qui va être très petit. Donc, quelle que soit la précision que je demande, ça c'est le premier truc de la phrase, il existe un rang à partir duquel, c'est comme ça qu'il faut lire l'énoncé, il existe un rang grand N à partir duquel la suite UN est à peu près égale à L à la précision epsilon près. OK? Voilà, c'est vraiment une définition qui, qui est très importante. Donc, il faut vraiment bien la comprendre. Et qui aussi est un peu compliquée. C'est un peu comme la définition de borne supérieure. La première fois qu'on voit la définition de borne supérieure, on a un peu de mal à comprendre. Bah, là, c'est pareil. C'est vraiment une définition qu'il faudra retravailler chez vous. On va faire des exos là-dessus, etc. Ça va être... on va essayer de la comprendre le mieux possible. Voilà. Alors, est-ce que jusque-là, est-ce que c'est à peu près clair pour tout le monde? Ou est-ce qu'il y a des trucs pas clairs? Allez-y, répondez au sondage. Bon. Bon, pour le moment, tout le monde répond oui. Alors, on va faire des exemples. Bon, il y a une personne qui n'a pas répondu, mais tant pis. Bon, on va faire des exemples, alors. Je veux juste introduire un peu de terminologie. Donc, si il existe un tel nombre L, on dit que U est convergente et on note limite de UN quand n tend vers plus l'infini égale L. Et dans le cas contraire, on dit que U est divergente. D'accord? Donc, il y a deux possibilités. Soit la suite va être convergente, soit elle va être divergente.
Alors, je veux juste vous faire remarquer un truc bon, qui peut-être vous n'y avez pas pensé, mais implicitement, quand je mets ce symbole égal, la limite de un égale L, je suis un peu en train de dire que la limite, c'est un nombre qui existe et qui est bien défini. Ça, on ne l'a pas encore démontré. On n'a pas démontré que L est forcément unique. Donc ça, il faudra qu'on le fasse. Alors, je vais vous faire un exemple. Premier exemple, vous prenez la suite un égale 1 sur n. Bon. Alors, vous savez certainement depuis le lycée que la limite de cette suite, ça va être 0. Mais maintenant, on va voir ça de manière plus rigoureuse. Donc, on refait le dessin comme avant. Donc là, vous avez R, là, vous avez N. Bon, la suite UN, elle ressemble à quoi? Alors, déjà, première remarque, ça, c'est un exemple de suite qui commence qu'au rang 1. On ne peut pas définir U0. Donc, vous avez UN, au début, ça vaut 1, puis après, ça vaut un demi, un tiers, un quart, un cinquième, etc. Donc, montrons que UN, bon, vous le savez, c'est 0 pour limite. OK? Donc, essayons de voir la définition. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce que ça donne la définition dans ce cas-là? Et comment on va faire pour le démontrer? Donc, d'après la définition, on doit montrer la chose suivante. Donc, la définition qui est écrite là, hein, le pour tout epsilon. Donc, pour tout epsilon positif, il existe un rang grand N tel que pour tout n supérieur ou égal à grand N. Donc maintenant, on remplace. UN, c'est quoi? C'est 1 sur n. L, c'est 0. Ça doit être inférieur à epsilon. Okay, donc c'est ça qu'on doit montrer. Bon. Et bien sûr, maintenant, on est très fort pour les valeurs absolues. On sait que la valeur absolue de 1 sur n moins 0, c'est juste 1 sur n. Donc ça, c'est équivalent à 1 sur n inférieur à epsilon. OK? Bon. Donc, si on prend la définition, pour voir que la limite fait 0, on doit montrer la chose suivante. On doit montrer que si je donne un epsilon quelconque, aussi petit que je veux, eh ben, il va exister un rang à partir duquel la suite UN va être dans ce que je suis en train de colorier en rouge là. À partir d'un certain rang, la suite UN, elle va rentrer dans la bande rouge, elle ne va plus jamais ressortir. Et ça, quel que soit epsilon. Donc, aussi petit que je veux, par exemple, je vais me dire 1 million, 1 sur 1 million, c'est bien. Bah, il faut qu'à partir d'un certain rang, UN soit à peu près égal à 0 avec la précision de 1 sur 1 million. Bon. Puis après, on va se dire, bah, 1 million, c'est quand même pas assez, peut-être 1 milliard. Eh ben, il faut qu'à partir d'un certain rang, UN soit plus petit que 1 sur 1 milliard. C'est-à-dire, attendez, là, j'ai été un peu vite. Là, il faut quand même rajouter moins epsilon. Bon, mais c'est évident parce que 1 sur n, c'est positif. On revient au mouton. Donc, il faut qu'à partir d'un certain rang, quel que soit l'epsilon que je choisis, 1 sur n soit à peu près égal à 0 avec la précision epsilon. Bon. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde, ce qu'il faut montrer? Allez-y, répondez au sondage pour voir. Ok, bon. Super. Donc, il y a quelqu'un. Ouais, allez-y. Juste, ça veut dire qu'il faut qu'on ait une idée de la limite avant de faire le calcul. Oui. Alors, si on ne connaît pas la limite,
bah, il faudra essayer de la chercher avant de commencer à faire la démonstration. D'accord. Mais après, tout ce qu'on va faire ce semestre, en fait, ça va être justement des techniques pour calculer les limites sans revenir à cette définition à chaque fois, parce que c'est assez compliqué quand même. Hein. On va faire quelques exos où on va se servir de la définition directement, mais après, on va faire des règles de calcul, des machins, pour que ce soit plus facile. Mais qui seront prouvées de manière rigoureuse. Ok. Merci. Ouais. Alors, on a cette définition, donc on veut montrer ça. On veut montrer cet énoncé, ce gros énoncé où il y a, vous voyez, il y a 3 quantificateurs quand même. Donc, ce n'est pas une mince affaire. Il y a un pour tout, un il existe, et un autre pour tout. Bon. Donc, là, on va faire un exemple de raisonnement qui est vraiment typique du raisonnement sur les limites. Donc, on veut montrer un gros énoncé. Ce gros énoncé, c'est un pour tout. Donc, ce qu'on a vu en RM1, c'est que ce gros énoncé, pour le montrer, il faut prendre epsilon quelconque et montrer ce qui est à l'intérieur du pour tout. Donc, soit preuve, maintenant c'est la preuve, soit epsilon strictement positif, quelconque fixé. Bon, on va chercher, parce que maintenant qu'on veut montrer ce qui est à l'intérieur du pour tout c'est un il existe. Donc on a pris epsilon strictement positif fixé, et on va montrer le il existe, blablabla. Donc pour montrer que le il existe est vrai, il faut trouver grand N. Il faut en trouver un qui fonctionne. Donc on va chercher grand N dans grand N. Bon, il y a deux grands N, hein. Il y a le grand N, le nombre, et il y a le grand N, l'ensemble des nombres positifs, bon, des entiers positifs. Donc on va chercher grand N tel que pour tout N supérieur à grand N, moins epsilon est inférieur à 1 sur N inférieur à epsilon. OK? C'est vraiment la manière de raisonner qui est typique des limites. Hein, il y a 3 quantificateurs. Le premier, c'est un pour tout. Donc, on choisit epsilon fixé et il faut trouver un rang grand N. Ce rang grand N, il dépend de epsilon. Donc, si vous voulez grand N, vous pouvez le noter grand N de epsilon. C'est-à-dire que pour chaque epsilon, il faut trouver un rang grand N tel que on ait cet énoncé-là qui est vrai. OK? Ah, alors. Oui, oui, oui. Ben, là, c'est grand N le nombre, c'est pas grand N l'ensemble. Ouais. Alors, donc, c'est vraiment ça la manière de raisonner. Vous avez le epsilon fixé, il faut trouver un grand N qui dépend de epsilon, tel qu'à partir de ce rang-là, on ait la chose qu'on veut, à savoir que un moins L en valeur absolue est strictement inférieur à epsilon. C'est-à-dire que un est compris entre L moins epsilon et L plus epsilon. OK? Donc maintenant, on commence à réfléchir. On veut que, à partir du rang grand N, 1 sur N soit strictement compris entre moins epsilon et epsilon. Alors, il y a deux parties à l'inégalité. Celle-là. Par contre, celle-là, on ne sait pas. Donc, il faut, en d'autres termes, il faut trouver un rang grand N tel que, à partir du rang grand N, un sur N soit inférieur à epsilon. Donc, en fait, il faut trouver une condition sur petit n du type n est plus grand qu'un certain machin qui est suffisant pour que 1 sur n soit inférieur à epsilon. D'accord? Bon. Donc, c'est là maintenant qu'on peut réfléchir.
1 sur n, c'est strictement inférieur à epsilon. Ça, c'est équivalent, comme tout le monde est positif, à 1 sur epsilon inférieur à n. Car epsilon et n sont strictement positifs. D'accord? Donc, vous voyez, il y a plusieurs parties. Il y a la première partie, c'est un peu normalisé. C'est toujours la même chose. On fixe epsilon, on dit qu'on va chercher un rang grand n, tel qu'à partir de ce rang-là, on a ce qu'on veut. C'est un peu comme pour les récurrences. Vous voyez, c'est un truc, c'est fixé. La récurrence, il y a toujours l'initialisation, l'hérédité, la conclusion. Là, c'est pareil. Vous avez toujours, on fixe epsilon, on va chercher un rang grand n qui vérifie ça. Et maintenant, on va chercher la condition sur petit n qui va fonctionner. Vous voyez? C'est un peu, c'est un truc un peu normalisé. Bon. Donc, on y va. Pour que la condition soit vérifiée, 1 sur n soit strictement inférieur à epsilon, il faut que n soit strictement plus grand que 1 sur epsilon. OK? Bon. Ça, c'est presque de la forme qu'on veut. Attendez. Parce que dans la définition, on a un supérieur égal. Bon. C'est pas grave, il suffit de rajouter plus 1 et ça donne n supérieur ou égal à 1 sur epsilon plus 1. Alors, là, on se répète. Non, je ne comprends pas la différence entre les deux phrases. Quelles deux phrases? Si vous voulez, vous pouvez annoter le tableau. Vous cliquez sur le petit bouton annoter et vous pouvez m'entourer les deux trucs. Parce que là, vous me dites la première, la deuxième, je ne sais pas de quoi vous parlez en fait. Essayez de cliquer sur le bouton annoter et d'entourer les trucs. Oui, bah, de la preuve, mais... Ah, vous voulez dire la phrase « on va chercher blablabla » et le truc en d'autres termes. Bah oui, mais c'est ça que ça veut dire en d'autres termes. Ça veut dire que je redis la même chose, mais différemment. C'est juste pour vous réexpliquer la chose d'une autre manière. Bon. Alors, on me pose l'autre question dans le chat, pourquoi j'ai ajouté 1? Alors, pourquoi j'ai ajouté 1? C'est parce que dans la définition que je vous ai donnée, il faut que n soit supérieur ou égal à un certain truc. D'accord? Alors que là, on a trouvé un inférieur strict. Donc, pour avoir un inférieur ou égal, je rajoute plus 1. Vous voyez? N est strictement plus grand qu'un machin, c'est pareil que n plus 1 est supérieur ou égal au machin. OK? Bon. Voilà, ça encore une fois, c'est un truc qui apparaît tout le temps dans l'épreuve sur les limites. On veut jongler entre supérieur ou égal. Pour faire la différence entre les deux, il suffit de mettre un plus 1 ou un moins 1. Enfin, ça va dépendre à chaque fois. On va réfléchir un petit peu. OK? Bon. Alors là, on y est presque. On y est presque parce que la condition qu'on a, si vous voulez, je peux encore la réécrire, c'est n supérieur ou égal à 1 sur epsilon plus 1. C'est quasiment ce qu'on veut. Nous, on veut la condition n supérieur ou égal à un rang entraîne que 1 sur n est strictement inférieur à epsilon. Donc, c'est les implications dans ce sens-là qui nous intéressent. D'accord? Si n est supérieur ou égal à 1 sur epsilon plus 1, alors 1 sur n est strictement inférieur à epsilon. C'est ça qu'on vient de montrer avec notre chaîne d'équivalence. Bon. C'est quasiment ce qu'on veut. Le problème, c'est que ça, 1 sur epsilon plus 1, c'est pas forcément un entier. Alors que dans la définition, grand N doit être un entier. Donc, il faut encore magouiller un tout petit peu pour avoir une condition de la forme équivalent à n supérieur ou égal à un entier. Vous voyez, pour vraiment
avoir le truc de la définition. Bon, donc il faut trouver un entier tel que n supérieur ou égal à 1 sur epsilon plus 1, c'est la même chose que n supérieur ou égal à cet entier. Alors cet entier, on le connaît. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Cet entier, il faut prendre la partie entière, exactement. La partie entière de 1 sur epsilon plus 1. Voilà, comme vous dites, c'est la partie entière. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. On a vu la semaine dernière qu'il existait une partie entière. Ah, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un mail pour me demander. Donc, je vais rajouter dans le poly du cours la preuve complète que la partie entière existe, parce que la semaine dernière, j'avais peut-être été un tout petit peu vite. Je vais rajouter ça dans le poly, donc vous pourrez aller lire la preuve entière. Je reviens, donc. Maintenant, on a terminé le raisonnement. Vous voyez, on a trouvé un entier, et on a utilisé la partie entière. Et ça, encore une fois, ça va être un truc vraiment qui va arriver tout le temps. On va tout le temps, comme on veut des conditions qui parlent de rang de la fonction, et les rangs, c'est toujours des entiers, on va tout le temps utiliser la partie entière pour transformer une condition où il y a un nombre réel en une condition où il y a une partie entière. OK ? Donc ce truc qui n'est pas forcément un entier, c'est pas qu'on en fait un entier, enfin, on trouve un entier qui est aussi bien que possible. Donc maintenant, ce qu'on a trouvé, c'est, on a trouvé, attendez, mon stylo fait des siennes. Je pense qu'il faudrait que j'en rachète un, mais parce que la fac ne va pas m'en fournir. Bref. Maintenant, on récapitule. Donc, la notation crochet non fermé en haut, c'est la partie entière. Donc, on récapitule. Ça, vous voyez, c'est la phase de raisonnement. Maintenant, on conclut, on récapitule. D'accord ? Donc, tout ça, si vous voulez, ce n'est pas forcément nécessaire de me l'écrire. Ce qu'il faut écrire, c'est ce que je vais écrire maintenant. Donc, on va chercher grand N tel que pour tout N supérieur à grand N, moins 1 sur epsilon, enfin moins epsilon est inférieur à N, et 1 sur N inférieur à epsilon. On choisit grand N égale la partie entière de 1 sur epsilon plus 1. D'accord ? Et si vous voulez, c'est N dépend de epsilon. Hein, c'est ce qu'on a dit. Comme le il existe vient après le pour tout, le grand N, il dépend de epsilon. Alors, pour tout N supérieur ou égal à grand N, N est supérieur ou égal à la partie entière de 1 sur epsilon plus 1. Donc, N est supérieur à 1 sur epsilon plus 1. Donc, N est strictement supérieur à 1 sur epsilon. Donc, 1 sur N est inférieur à epsilon. Vous voyez ? Ça, c'était la première partie, là, ce que j'ai mis avec les petits zigzags à côté. C'est le moment où on est en train de réfléchir. On réfléchit, on cherche le N. Donc, si vous voulez, vous pouvez l'écrire sur la copie ou pas. Il faut juste bien distinguer les deux trucs. Si vous l'écrivez, me dire, bah là, je suis en train de réfléchir, et là, j'ai la conclusion. Okay. Maintenant qu'on a trouvé le grand N, on le choisit. On écrit que si N est supérieur à grand N, alors la condition qu'on voulait vérifier. De plus, bah, il y a la deuxième partie de la condition, comme N est strictement positif, moins epsilon est strictement supérieur à 1 sur N. Donc, à partir du rang N, grand N,
valeur absolue de 1 sur n moins epsilon est strictement inférieure à epsilon. Enfin, valeur absolue de 1 sur n moins 0 est strictement inférieure à epsilon. C'est ce qu'on voulait. OK. Et ça, on l'a fait, ça marche. Quel que soit epsilon. Donc, conclusion. On a bien limite de un égale 0. Donc, limite de 1 sur n. Quand n tend vers plus l'infini. Vous voyez comment ça marche, la preuve? Donc, c'est un truc assez rigide. Hein. La preuve, il faut montrer un pour tout, il existe pour tout quelque chose. Donc, pour montrer ça, maintenant, c'est là qu'on applique un peu tout ce qu'on a fait en RMA. Hein. On veut montrer un pour tout, donc il faut montrer un truc, quel que soit epsilon. Donc, on fixe epsilon, quelconque, on ne sait pas qui c'est, et on va chercher grand N. On cherche grand N, on magouille pour le trouver, et une fois qu'on l'a trouvé, on conclut. Alors, il y a une question dans le chat, pourquoi ajouter 1 nous fait passer d'une inégalité stricte à une inégalité? Ici, bah, si n est supérieur ou égal à 1 sur epsilon plus 1, 1 est strictement supérieur à 0, donc n va être supérieur ou égal à 1 sur epsilon plus 0. Bon. Et réciproquement, comme n, s'il est strictement plus grand qu'un truc, ça veut dire qu'il est supérieur ou égal à... alors les entiers ils vont de 1 en 1, donc on ne peut pas... bah là, c'est plus une question de la partie entière, la définition. Mais... Enfin, vous voyez, si n est strictement supérieur à 1,2, bah, ça veut dire que L plus 1 est supérieur, que n est supérieur ou égal à... attendez. Ça veut dire que n est supérieur ou égal à 2. Vous voyez? Si n est supérieur à 1,234, bah, n est supérieur ou égal à 2. Il ne peut pas être inférieur ou égal à 1. OK? Ouais, c'est bon. Voilà. Donc, c'est vraiment le genre de raisonnement très typique des limites. Alors, question dans le chat, qu'on prenne la partie entière inférieure ou supérieure, c'est pareil. Non, c'est pas pareil, parce que là, on veut que n soit supérieur ou égal à 1 sur epsilon plus 1. Donc, il faut prendre la partie entière inférieure. Si vous prenez la partie entière supérieure, la condition qu'on aurait, ce serait n plus 1 supérieur ou égal à la partie entière supérieure. Donc, il y aura encore un plus 1 supplémentaire. Vous voyez, c'est encore la même chose. Hein. Si n est supérieur à 1,35, bah, on n'a pas forcément que n est supérieur ou égal à la partie entière supérieure de 1,35, qui est égale à 2. Par contre, n plus 1 va être supérieur ou égal à la partie entière supérieure de 1,35. Voilà. Donc, un exemple typique de preuve qui réutilise la définition de limite. Alors, c'est assez compliqué. Enfin, bon, une fois qu'on a l'habitude, qu'on met bien les choses en place, ça devient plus simple. Mais oui, la première fois qu'on voit ça, c'est assez compliqué. Donc, il faut bien un peu potasser. On va faire des exos là-dessus. De toute manière, je vous ai dit, hein, ce chapitre, on va rester là-dessus jusqu'à la fin du semestre. Donc, on aura le temps de s'entraîner. Alors, est-ce que ça va pour tout le monde, cette preuve? Toutes les étapes, pourquoi on a fait chaque truc, est-ce que c'est OK ou est-ce que vous voulez que je reprenne une partie? Parce que c'est vraiment important. Donc, si jamais il y a des questions, c'est maintenant qu'il faut le dire. Enfin, vous pouvez me le redire après, mais... Alors, il y a quelqu'un qui a répondu non. Alors, est-ce qu'il ne va pas? J'ai ouvert mon micro. Hein.
Oui, allez-y. Et pour ce que vous venez, enfin, la question qu'on vient de vous poser avec la partie entière inférieure ou supérieure, Oui, en fait, vous avez dit si n est supérieur, par exemple, à 2,3, oui, alors n n'est pas forcément supérieur à 3. oui. Mais vu que le n est, enfin, vu que le n est entier, Ah, attendez, qu'est-ce que j'ai dit? Si n est supérieur à 2,3. Ah oui, non, vous avez raison, n est forcément supérieur ou égal à 3. mais du coup, pour les, enfin, quand on choisit grand n égale partie entière de 1 sur epsilon plus 1, Oui, si on prend la partie... Ah, parce qu'il faut que... Oui, d'accord, parce qu'il faut que petit n soit supérieur à n, à grand n. oui. Il faut que petit n soit supérieur ou égal à grand n. Ok. Non, bah, c'est bon alors. Hmm. Bon, après, si vous faites un raisonnement qui marche avec la partie entière supérieure, vous pouvez, hein. Tant que c'est bien justifié et tout, il n'y a aucun souci. Vous voyez, il y a vraiment deux choses dans la preuve. Il y a la partie un peu normalisée, ça, il n'y a pas trop le choix. Hein, montrer un pour tout, il existe pour tout, il n'y a qu'une seule manière de le faire, à moins qu'on commence à faire des histoires de contraposés ou quoi. Par contre, la partie là, avec la petite vague à côté, ça, c'est la partie où vraiment, j'ai envie de dire, il faudra être créatif, quoi. Il faudra, c'est là vraiment qu'il faut réfléchir. Le reste, c'est un truc mécanique, quoi. C'est comme une récurrence. Écrire, swapper la proposition, on va montrer ci, on va montrer ça c'est mécanique. Ensuite, il y a la partie où vraiment on montre le truc, l'hérédité en général, où là, il faut réfléchir. Bah, là, c'est pareil. Et quand vous réfléchissez, bah, là, vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez, tant que ça reste logiquement correct. Que ce soit une partie entière inférieure, supérieure. Là, c'est vraiment la partie où il faut être ouais, créatif. Ça va pour tout le monde? Bon. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui a répondu ne sait pas. Est-ce que... Bah, il y a deux personnes. Il y a une personne qui a répondu non et une qui a répondu ne sait pas. Mais il n'y a qu'une personne qui a posé des questions. Alors, est-ce que l'autre personne a envie de... Bon. Bon, sinon, vous pouvez me poser la question plus tard ou reprendre votre cours. Ok, donc ça, c'est un exemple de preuve avec la définition d'une suite qui n'a pas de limite. Ok? Maintenant, faisons... qui a une limite, pardon. Je vais trop vite. Maintenant, faisons un exemple de suite qui n'a pas de limite, c'est-à-dire qui diverge. Ok? Donc, exemple de suite qui n'a pas de limite. Alors, l'exemple classique, hein, c'est UN égale moins 1 puissance n. Ok? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que U0 égale U2 égale U4, bref, tous les nombres pairs, ça vaut 1. Alors que les nombres impairs, U1, U3, U5, ça vaut moins 1. Ok? Donc, si on refait notre petit dessin de la suite, elle va alterner entre moins 1 et plus 1. Bon. Et donc, ce que je dis, c'est que cette suite n'a pas de limite. Ça veut dire qu'on ne peut pas trouver le L tel que si je choisis une bande de largeur arbitraire autour de L, la suite va toujours rester dans cette bande. Donc, alors attention, là c'est encore un truc un peu compliqué. Donc, qu'est-ce que ça veut dire U converge si il existe L dans R tel que pour tout epsilon strictement positif, il existe grand N dans grand N tel que pour tout n supérieur ou égal à grand N, la valeur absolue de un moins L est strictement inférieure à epsilon. D'accord? Le fait que la suite converge, c'est si il existe une limite.
Ça, c'est ce que j'ai défini par limite de un égale à L. N vers plus infini. Donc, ça, c'est si la suite converge. Il existe un L tel que blablabla. D'accord? Donc, si on veut montrer qu'elle ne converge pas, c'est-à-dire qu'elle diverge, eh ben, il faut montrer la négation de ce truc-là. D'accord? Donc, U diverge si, et du coup, on écrit la négation. Et on écrit la négation comme on a appris en RM1. Et vous voyez, là, il y a 4 quantificateurs. Donc, si pour tout L en grand R, il existe epsilon strictement positif, tel que pour tout n dans grand N, il existe un n supérieur ou égal à grand N, tel que, vous voyez, j'applique les règles sur les négations, un moins L est supérieur ou égal à epsilon. Bon. Là, j'ai écrit un truc un peu compliqué. Maintenant, on va le décortiquer. Donc, on veut montrer qu'il n'y a pas de limite. On veut montrer qu'il n'existe pas de L tel que la définition de la limite est vérifiée. Donc, pour montrer qu'il n'existe pas de L, eh ben, il faut prendre un L quelconque et montrer que ça ne marche pas. D'accord? Il faut prendre L quelconque et montrer que la définition de la limite n'est pas vérifiée. OK? Pour montrer que la définition de la limite n'est pas vérifiée, qu'est-ce qu'il faut faire? On reprend la définition de la limite. La définition de la limite, elle nous dit, quel que soit epsilon, donc quelle que soit la précision que je veux, à partir d'un certain rang, on est à la précision voulue autour de L. Le contraire de ça, c'est quoi? La négation, bah, c'est il existe une précision, il va exister, si je prends un L quelconque, je retourne sur mon dessin, là, je prends un L qui est là, il va exister une précision telle que donc epsilon, donc une bande rouge comme ça, telle que, quel que soit le rang grand N que je choisis, il existe un rang supérieur à grand N, tel que la suite est en dehors du truc. Ça veut dire que la suite, même si elle rentre dans la bande, elle finit toujours par en ressortir. Hein, c'est le contraire de dire, bah, à partir d'un certain moment, la suite rentre dans la bande horizontale et n'en sort plus. C'est quel que soit le rang que je choisis, la suite va finir par sortir de la bande à partir de ce rang-là. À un moment. Elle peut rentrer à un moment, mais elle va finir par en ressortir. Elle ne va pas tout le temps rester dedans. Vous voyez le principe? Ça, c'est comme ça qu'on montre qu'une suite n'a pas de limite. Et c'est encore différent. Enfin, c'est un peu compliqué à comprendre, mais c'est ça. C'est quelle que soit la précision que je demande, on ne va jamais avoir la suite qui reste toujours à cette précision près, à peu près égale à la limite. D'accord? Donc, montrons ça. Regardons comment est-ce qu'on fait pour montrer que cette suite n'a pas de limite. OK, on y va? Alors, comment on fait pour montrer ça? On veut montrer un pour tout. On veut montrer que quel que soit le L que je choisis, la définition de la limite n'est pas vérifiée. Donc, soit L dans grand R. Montrons que L n'est pas la limite de U. C'est-à-dire, on va montrer que la définition pour tout epsilon, blablabla, ça ne marche pas. Elle n'est pas vérifiée. Bon. OK. Alors, on va réfléchir. Vous voyez que notre suite, elle alterne entre 1 et moins 1. Donc, ça paraît logique de distinguer les cas 1, moins 1 et les autres. Donc, commençons par faire le cas où L est différent de 1 et moins 1. Donc, si L est différent de 1 ou moins 1, c'est le cas que j'ai donné ici, sur le dessin. Vous voyez, sur le dessin, qu'est-ce qu'il faut faire?
il faut trouver un epsilon tel que la suite finit toujours par sortir de la bande de largeur epsilon autour de L. Donc on va chercher epsilon positif tel que pour tout n dans grand N, il existe un n supérieur ou égal à un grand N tel que un moins L est supérieur ou égal à epsilon. Ça veut dire que, quelle que soit la précision que je demande, la suite va toujours finir par sortir de la précision qu'on veut autour de L. Bon. Là, vous voyez, sur le dessin, on voit à peu près comment faire. Il faut prendre epsilon assez petit, tel que la bande de largeur epsilon autour de L ne touche ni 1 ni moins 1. Vous voyez, si je prends une bande assez petite, telle que la bande rouge là ne touche pas 1 ou moins 1, bah, la suite, elle n'est jamais dans la bande autour de L, donc si on veut, elle finit toujours par en sortir, vu qu'elle n'est jamais dedans. Elle n'y rentre même pas. Vous voyez, une question? Non. Donc, on va choisir epsilon tel que 1 moins L est supérieur ou égal à epsilon et moins 1 moins L est supérieur ou égal à epsilon. Parce que si on fait ça, bah, la suite UN, elle va toujours vérifier ce truc-là. Vu qu'elle le vérifie pour 1 ou moins 1. Bon. Donc on y va. Ça, le premier truc, c'est équivalent à... Pardon. Donc la valeur absolue de 1 moins L, c'est soit 1 moins L, soit L moins 1. Ça doit être supérieur à epsilon. Alors, monsieur, le n ne doit pas être strictement inférieur à grand N. Non, 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 non. Attention. Non, non. Il faut... Qu'est-ce que ça veut dire? La notation. Je vais faire ça à côté. Qu'est-ce que ça veut dire la notation? Il existe n. Alors, ce dont on veut écrire la négation, on va écrire la négation de ça. Pour tout n supérieur à n, un moins L inférieur à epsilon. OK? On va écrire la négation de ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette notation pour tout n supérieur à grand N? C'est pour tout n supérieur à grand N implique un moins L inférieur à epsilon. C'est la même chose. Ça, vous l'avez vu tout au début, là, la semaine juste avant qu'on commence le truc en RM1 sur les propositions, vous avez vu que pour tout n qui vérifie un truc, c'est la même chose que pour tout n vérifie le truc, implique ça. Et donc la négation, c'est il existe n tel que non n supérieur ou égal à grand N implique un moins L inférieur à epsilon. C'est une bonne question, hein. J'ai peut-être été un peu vite. Bon, donc, on veut nier cette implication. Donc l'implication, c'est quoi? Bah, c'est non P ou Q. C'est non n supérieur à grand N ou un moins L inférieur à epsilon. Maintenant, on a la règle de Morgan. Donc c'est il existe n tel que n est supérieur ou égal à grand N et un moins L supérieur ou égal à epsilon. Et ça, c'est la même chose que il existe n supérieur à grand N tel que un moins L inférieur à epsilon. OK?
Donc, ce n'est pas n strictement inférieur à grand N. Parce que si vous voulez, il y a une espèce de double négation qui se cache un petit peu. Dans le fait que l'implication, il y a un nom dedans. OK? Bon. Ça, c'est vrai que voilà, j'ai peut-être été un peu vite. Alors, je reviens sur le truc. Donc, on veut chercher un epsilon tel que la bande rouge autour de L n'intersecte pas ni 1 ni -1. Donc, on doit chercher epsilon tel que 1 moins L est inférieur à epsilon, L moins 1 est inférieur à epsilon, moins 1 moins L est supérieur à epsilon, 1 plus L est supérieur à epsilon. Donc, on a 4 conditions sur epsilon. Donc, on va prendre soit epsilon, le minimum. Alors, il faut faire un peu gaffe parce qu'il y en a certains qui sont négatifs dans l'affaire. C'est pas, là, j'ai écrit un système, mais ce n'est pas un système. Ça dépend si L-1 ou 1-L est positif ou si -1 L est positif. Donc, on va faire au cas par cas. Soit L est strictement supérieur à 1, soit -1 est strictement inférieur à L strictement supérieur à 1, soit L est strictement inférieur à 1. Donc, dans ce cas, on prend epsilon égale le minimum. Dans ce cas-là, il n'y a qu'une seule condition, ça fait epsilon égale, vous voyez, si L il est par ici, le epsilon qu'on peut choisir, c'est la distance là. Donc c'est L-1. Si L est entre 1 et -1, le epsilon qu'on doit choisir doit être plus petit que 1 moins L et que L plus 1. Donc on prend le minimum des deux. 1 moins L, L plus 1. Et enfin, si L est par là, le epsilon qu'on doit choisir, il doit être OK, vous avez compris là? Il y a 3 cas sur L. Soit elle est supérieure à 1 pour le rouge, ne va pas toucher epsilon, ne va pas toucher 1 ni -1. Il suffit de prendre epsilon égale L-1 à cette longueur qui est là. Si L est entre les deux, on prend le minimum des deux longueurs qui sont là. Et si L est strictement inférieure à -1, on prend la longueur jusqu'à -1. Parce que s'il est plus petit que -1, il est plus petit que 1. OK? Et dans tous les cas, -1 moins L est supérieur à epsilon et -1 moins L est supérieur à epsilon. Donc, dans tous les cas, pour tout n dans grand N, un moins L est supérieur à epsilon, parce que un, c'est soit 1, soit -1. Donc, dans tous les cas, un moins L va être supérieur à epsilon. D'accord? Donc, si on récapitule, parce que bon, là, on a eu une petite digression, on choisit L arbitraire et on montre qu'il existe epsilon tel que pour tout n dans grand N, il existe n supérieur à grand N tel que un moins L est supérieur à epsilon. Là, en fait, ce qu'on a fait, on a trouvé un epsilon tel que ça, c'est toujours vrai. Un moins L est toujours supérieur ou égal à epsilon. Donc, quel que soit le grand N que je choisis, il va exister petit n. Donc, pour ce epsilon choisi, quel que soit grand N dans grand N, il existe n supérieur à grand N tel que un moins L supérieur à epsilon. On peut choisir n égale grand N. Vu que n'importe quel petit n fonctionne, on peut choisir celui qu'on veut.
Est-ce que ça va, ça? Bon, je suis désolé, c'est pas hyper interactif. Je peux pas voir si vous avez l'air de... Donc, je fais beaucoup de sondages. Ah, alors, quelqu'un qui a dit non. Ah, il y a 2 personnes qui ont dit non. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui va pas? C'est juste pour les 3 cas où vous avez marqué L supérieur à 1, Ouais. compris entre -1 et 1, et L inférieur à 1. J'ai pas trop compris comment vous avez trouvé le epsilon. Ah, alors, je vais reprendre. Bon, ce qu'on veut, nous, passer parce que c'est un peu... ça perturbe. Ce qu'on veut, c'est que la valeur absolue de 1 moins L soit supérieure à epsilon et que la valeur absolue de -1 moins L soit supérieure à epsilon. C'est ça qu'on veut. On veut choisir epsilon tel que ça soit vrai. Vous voyez, sur le dessin, on se rend compte qu'on arrive toujours à le faire. Si L n'est égal ni à 1 ni à -1, bah, on va toujours réussir à trouver une bande autour de L qui ne touche ni 1 ni -1. OK? Bon. Et du coup, et vous voyez qu'en fait, il y a 3 cas. Parce que comme c'est des valeurs absolues, là, 1 moins L et -1 moins L, ça va dépendre du signe de 1 moins L et du signe de -1 moins L. Donc les cas, c'est soit L supérieur à 1, soit inférieur à 1, soit supérieur à -1, soit inférieur à -1. Et comme on a choisi différent de 1 ou -1, bah, il ne peut pas être égal à 1 ou -1. Donc dans chacun des 3 cas, il faut trouver un epsilon. Donc je refais le truc. Bon, je vais tout effacer, hop. Donc premier cas, L est strictement supérieur à 1. Donc c'est un des 3 cas. Bah, ce qu'on peut choisir pour epsilon, c'est cette longueur-là, la longueur entre L et 1. Parce que du coup, la bande rouge, elle ressemble à ça. Ouais. Et du coup, elle ne va pas toucher le 1, parce qu'on a une inégalité stricte. Et elle ne va pas non plus toucher le -1, parce que bah, vous voyez, elle est toujours supérieure ou égale à 1, donc elle est en plus strictement supérieure à -1. D'accord? Ça, c'est le premier cas. Ensuite, le deuxième cas. Le deuxième cas, qui est le troisième cas dans mon truc, c'est quand L est strictement inférieur à -1. Bah, là, c'est pareil. Je peux choisir la bande rouge comme ça. Où je prends epsilon, la longueur entre L et -1. C'est-à-dire la valeur absolue de -1 -1. Ouais. Là, c'est pareil, hein, elle ne va pas toucher le -1 et du coup, elle ne va pas non plus toucher le 1. Parce qu'on est complètement en dessous du -1. Donc ça, c'est mon troisième cas. Je prends epsilon égale -1 moins L. Reste le dernier cas, où L est strictement compris entre -1 et 1. Donc L, il est là, ou il peut être là. Du coup, il y a 2 cas. Pour que la bande rouge ne touche ni le 1 ni le -1, il faut que le epsilon soit plus petit que ça, et soit plus petit que ça, que ces 2 longueurs. Que la longueur entre L et 1 et la longueur entre L et -1. Parce que comme ça, la bande rouge, elle va être comme ça. Elle va toucher ni le 1 ni le -1. Et du coup, dans ce cas-là, je prends epsilon, le minimum entre les 2 longueurs. D'accord. Ok. Ça va? Est-ce que les autres, ça va du coup? Il y en avait plusieurs qui a répondu non au sondage. Est-ce qu'il y a d'autres trucs pas clairs sur ce que j'ai dit? Non, c'est bon? Bon. Alors, ça, c'était le cas où elle était différente de 1 ou -1. Maintenant, il y a le cas L égale 1. Donc, montrons que 1 n'est pas la limite de UN. Donc, on va chercher epsilon strictement positif, tel que, quel que soit le rang que je choisis,
il va exister un rang supérieur au rang choisi, tel que un moins 1 est supérieur ou égal à epsilon. Donc ça veut dire quoi? Je vais retourner, hein. Je sais que là, le tableau, c'est pas hyper pratique. Je fais des allers-retours. Ça veut dire que je dois trouver une bande autour de 1, telle que la suite finit toujours par sortir de cette bande. OK? Bah, comment est-ce que je peux choisir la bande rouge? Bah, vous voyez que si je prends une bande rouge de largeur inférieure à 2, bah, au bout d'un moment, la suite, elle va valoir moins 1. Elle alterne entre les deux. Donc, quel que soit le rang que je choisis grand N, il va exister un rang impair après ce rang. Et à ce moment-là, la suite vaudra moins 1. Et donc, si ma bande n'est pas trop large, hein, disons de longueur inférieure à 2, alors la suite sort de la bande. Donc, on choisit epsilon égale 1, par exemple, comme ça c'est inférieur à 2. Et on doit trouver, donc ma bande rouge, qu'est-ce que c'est? C'est ça. C'est la bande entre 0 et 2. D'accord? Et donc, quel que soit le rang que je me donne, donc soit n, donc grand N fixé, on doit trouver petit n supérieur ou égal à grand N, tel que un moins 1 est supérieur ou égal à epsilon, qui ici vaut 1. Donc on doit trouver, donc je reprends, on a choisi epsilon qui vaut 1, donc on est en train de regarder cette branche qui est là, on se donne un rang quelconque grand N, et on doit trouver un entier supérieur à grand N, tel que un-l, un-1 du coup, est supérieur ou égal à 1. Bah, ça, on peut le trouver, ça existe, car il existe un nombre n impair supérieur ou égal à grand N. Par exemple, n égale 2 grand N plus 1. Et pour ce petit n, un égale moins 1, donc la valeur absolue de un moins 1, c'est 2, et c'est bien supérieur ou égal à 1. Ça va? Est-ce que c'est OK, ça? Attendez, je fais le sondage. OK. Bon, ça a l'air d'être OK pour tout le monde. Enfin, il y en a 2 qui n'ont pas répondu, mais... Et puis, il reste le dernier cas. Le dernier cas, c'est quand L égale moins 1. Bon, bah là, ça va être symétrique. Le cas est symétrique. Vous voyez, au lieu de prendre la bande entre 0 et 2, je vais prendre la bande entre moins 2 et 0. Et au bout d'un moment, la suite va toujours finir par sortir de cette bande, parce qu'on va toujours pouvoir trouver un nombre pair. Alors, on choisit epsilon égale 1, toujours, soit n en grand N. Il existe un nombre n supérieur ou égal à grand N pair. Par exemple, petit n égale 2 grand N. Et dans ce cas, un égale 1
Et donc, la valeur absolue de un moins moins 1, 2, et c'est supérieur ou égal à 1. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Vous voyez, bon, là, c'est un raisonnement qui est aussi très compliqué. Enfin, très compliqué. C'est assez compliqué, surtout la première fois qu'on le voit. OK? Donc, si on récapitule tout ce qu'on a fait depuis le début. On y va. Donc, je reprends. La définition, on se rappelle, c'est celle-là. Donc, cette définition, il faut vraiment que vous la maîtrisiez. Enfin, on va retravailler dessus et tout ça, mais c'est vraiment très important parce que on va avoir toutes nos règles de calcul sur les limites et tout ça, mais il va y arriver des moments où on n'aura pas le choix, il faudra repartir de la définition. On ne va pas pouvoir faire autrement. Donc la définition, c'est la suivante. Enfin, c'est celle-là plutôt, là c'était un exemple. Vous savez, la limite de un, c'est L, si, quelle que soit la précision que je demande, à partir d'un certain rang, la suite reste dans une précision de epsilon autour de L. D'accord? Donc pour montrer ça, c'est la preuve, ça c'est un exemple de preuve qu'on a fait ici. On prend une précision quelconque et on va chercher un rang, grand N, fixé, à partir duquel on est dans cette précision autour de L. Pour trouver le grand N, on travaille, on fait un calcul comme ici, et une fois qu'on l'a, on le pose, on le donne. Vous voyez, c'est comme toujours. Hein. On veut montrer un énoncé du type « il existe », donc pour le montrer, il faut donner un exemple concret, précis. Donc là, n, grand N, c'est la partie entière de 1 sur epsilon plus 1. C'est un truc concret et précis. Et à partir de ce rang-là, on a montré que 1 sur n est inférieur à epsilon. Donc ce qui était exactement ce qu'on voulait. Maintenant, il y a l'autre possibilité qui arrive aussi, c'est les suites qui n'ont pas de limite. Donc ça peut arriver pour plusieurs raisons, qu'elles n'ont pas de limite. Et pour montrer qu'elles n'ont pas de limite, il faut prendre un nombre quelconque et montrer que ce n'est pas la limite. Et pour montrer que ce n'est pas la limite, il faut trouver une précision epsilon à partir de laquelle et un rang, pardon, il faut trouver une précision epsilon telle que, quel que soit le rang grand N que je choisis, on va toujours finir par sortir de la précision autour de L. C'est-à-dire, il va exister un rang supérieur au rang fixé, tel que un-L est supérieur à epsilon en valeur absolue. D'accord? Et pour faire ça, bah, c'est là qu'il faut réfléchir. On donne L quelconque, on va chercher epsilon. Et pour chercher epsilon, on réfléchit. Et une fois qu'on l'a réfléchi, on choisit le epsilon, on le donne de manière concrète. Et ici, epsilon, c'était L-1 ou -1 moins L. OK? Est-ce que ce récapitulatif, ça va pour tout le monde? N'hésitez pas. Hein, là, pour le coup, c'est vraiment un truc compliqué. Enfin, ouais, surtout la première fois qu'on le voit. Donc, si jamais vous avez des questions ou des trucs pas clairs, vous n'êtes pas sûr d'avoir bien compris, c'est le moment. Après, on va refaire des exos là-dessus. Bon, étant donné que c'est un peu compliqué, je pense qu'on peut faire une petite pause de 2-3 minutes. Et ensuite, on va continuer un petit peu le cours et puis faire des petits exos. Juste, monsieur, Ouais. en voyant la fin de la preuve, là, je comprends pas pourquoi on a mis un moins moins 1 pour la valeur absolue. Parce qu'il faut faire un moins L. Et L, c'est moins 1. Ah oui, d'accord. Merci. Voilà, posez-vous un petit peu de 3 minutes et puis ensuite on reprend le cours. Voilà, si jamais vous avez des questions pendant ce temps-là, allez-y. Hein, moi, je reste avec mon casque et enfin mes écouteurs.
Monsieur aussi, Oui. est-ce que vous pouvez remontrer le... Quand vous avez, quand vous avez écrit juste pour U diverge, si pour tout L appartenant à R, tout ça, enfin vous avez écrit quelque chose à droite pour... Ça? oui, c'était ça. Merci. Bon, après tout ça, ce sera sur Internet, hein. Vous allez sur la page Moodle de mathématiques 1 et vous allez sur vidéo des cours et il y a un lien vers tous les PDF des tableaux que je fais. Merci. Voilà, bon, je pense qu'on peut... Alors, on va encore un petit peu continuer le cours. Et puis, si on a le temps, on va commencer les exos, sinon ce sera cet après-midi. Alors, une première chose dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est l'unicité de la limite. Vous voyez, c'était un peu implicite dans la notation qui est ici. La notation limite de un égale L. Quand on écrit un truc comme ça, ça veut à peu près dire quand même qu'il existe un nombre qui s'appelle limite de un. Donc, et ça n'aurait pas de sens si une suite pouvait avoir plusieurs limites. D'accord? Donc, ce qu'on va montrer là tout de suite, en position, c'est que la limite est unique, si elle existe. Hein? C'est comme, et attention, hein, c'est comme les histoires de maximum et tout ça, c'est à chaque fois si ça existe. Soit U une suite, si U admet une limite, alors cette limite est unique. Ce qui n'est pas évident avec la définition. OK? Donc allons-y, on va faire la preuve. Alors, réfléchissons. Je vais faire un petit dessin, mais après je ferai la preuve précise. Pour montrer que la limite est unique, on va supposer qu'on en a deux, et on va montrer qu'elles sont égales. Donc imaginons j'ai deux limites, L et L'. Ça veut dire quoi que c'est la limite? Ça veut dire que si je me donne une bande autour de L, à partir d'un certain rang, la suite UN va être dans cette bande. Et que si je me donne une bande, je vais la faire en vert, allez, si je me donne une bande autour de L', et à partir d'un certain rang, qui n'est pas forcément le même, hein, la suite va être dans cette bande. Et vous voyez là, sur le dessin, on le voit, si jamais les deux limites sont différentes, on va pouvoir trouver des bandes qui ne s'intersectent pas. Vous pouvez choisir epsilon suffisamment petit pour que L moins epsilon, L plus epsilon n'intersectent pas L' moins epsilon et L' plus epsilon. Et du coup, ce serait une contradiction parce que la suite UN devrait être à la fois dans la bande rouge et dans la bande verte. Et si elles n'intersectent pas, ce n'est pas possible. C'est un peu ça l'idée de la preuve. Donc là, ce que je viens de dire, une preuve par contraposé ou par l'absurde, je ne sais pas. Ce serait plutôt une preuve par l'absurde. On suppose qu'il y a deux limites différentes et on montre qu'on a une contradiction. Là, je vais écrire une preuve avec un raisonnement direct, mais bien sûr, comme on a vu en RM1, c'est strictement la même chose. Alors, supposons que U admet deux limites, L et L'. OK. Montrons que L égale L'. C'est ça qu'on veut faire. On suppose qu'il y a deux limites, on va montrer qu'elles sont égales. Donc, ça voudrait dire que la limite est unique.
Et alors, il y a une technique pour montrer que... Ah, qu'est-ce qui se passe? Il y a une technique pour montrer que deux nombres sont égaux. Ah, ça y est. C'est de montrer qu'ils sont plus petits, que leur différence en valeur absolue est strictement plus petite que n'importe quel nombre positif. Hein, si on arrive à montrer que L moins L' est strictement inférieur à epsilon pour tout, epsilon strictement positif, ça entraîne que L égale L'. Parce que si L est différent de L', bah vous prenez epsilon la moitié de la différence, et ça, du coup, la valeur absolue sera plus grande que epsilon. Donc, je répète, hein, si vous avez deux nombres, L et L', tels qu'en valeur absolue, ils sont plus petits que n'importe quel nombre positif, c'est que ces deux nombres sont égaux. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre un epsilon quelconque. Et on va montrer que la valeur absolue de L.L' est strictement inférieure à epsilon. Et si on arrive à faire ça pour tout epsilon, eh ben ça veut dire que L égale L'. Parce que la longueur entre L et L' sera égale à 0. Et du coup, ça veut dire que L égale L'. Alors, bah maintenant, on va servir de nos hypothèses, à savoir que la limite de UN, c'est L, et que la limite de UN, c'est L'. Alors, plutôt que U converge vers L et que U converge vers L'. Je ne peux pas encore dire la limite, vu que je n'ai pas encore montré l'unicité. Donc, on va se servir de la définition. Et je vais faire quelque chose dont il faudra commencer à prendre l'habitude. Je retourne à la définition de la limite égale L. Vous voyez que la limite, c'est pour tout epsilon strictement positif. Alors bien sûr, vous voyez que là, c'est une variable liée. Epsilon, je peux l'appeler comme je veux. Je peux l'appeler x ou tartampion, ça n'a pas d'importance. Et pour epsilon, je peux choisir ce que je veux. Donc là, on va choisir, pas epsilon, mais epsilon sur 2. D'accord? La moitié de epsilon, qui est encore un nombre strictement positif. Donc comme U converge vers L, il existe un rang n dans grand N, tel que, à partir de ce rang-là, donc pour tout n supérieur à grand N, la valeur absolue de un moins L est strictement inférieure à epsilon sur 2. Alors attendez, il y a une question. Pourquoi epsilon sur 2? Bah, vous allez voir. Vous allez voir pourquoi epsilon sur 2. Mais déjà, première chose qui est importante de bien comprendre, c'est que j'ai le droit de le faire pour epsilon sur 2, parce que epsilon sur 2, appelez-le tartampion si vous voulez, c'est un nombre strictement positif. Et on sait que pour tout tartampion strictement positif, il existe un rang grand N, tel que pour tout n supérieur à grand N, UN-L est inférieur à epsilon sur 2, à tartampion. Donc là, vous remplacez tartampion par epsilon sur 2. OK? Donc à partir d'un certain rang, UN-L va être strictement inférieur à epsilon sur 2. Ça, c'est la première chose. Maintenant, je fais la même chose, mais pour L'. Comme U converge vers L', il existe un rang. Attendez, mais L', on dirait une virgule. Il va exister, tel que pour tout n supérieur ou égal à ce rang, UN moins L' va être strictement inférieur à epsilon sur 2. Et alors, ce qui est important de bien comprendre aussi, c'est que ce rang, ce n'est pas forcément le même rang grand N. Alors là, c'est vraiment des histoires de variables muettes, liées, machin. Attendez. Tel que, pour tout n supérieur à n', UN moins L va être L' va être strictement inférieur à epsilon sur 2. OK? Vous voyez, là, il faut
il va vraiment falloir apprendre à bien gérer les histoires de variables qui peuvent avoir des noms ou des autres noms. UN converge vers L, donc pour tout artempion, il existe un rang à partir duquel UN moins L est inférieur à tartempion. J'applique ça à epsilon sur 2, et le rang qui existe, je décide de l'appeler grand N. OK? Maintenant, pour UN converge vers L', pour tout artempion, il existe un rang à partir duquel UN moins L' est inférieur à tartempion. Je prends toujours tartempion égale epsilon sur 2, mais le rang, ce n'est pas forcément le même. Peut-être c'est un autre rang à partir duquel UN moins L' est inférieur à epsilon sur 2. Donc cet autre rang, je l'appelle N', grand N'. Est-ce que ça va pour tout le monde? Parce que c'est vraiment important de bien comprendre. C'est vraiment quelque chose qu'on va faire plein de fois. Dites-moi dans le sondage si c'est clair ou pas. Alors, il y en a 3 qui n'ont pas répondu. Est-ce que c'est pas clair ou est-ce que... Bon. Je vais supposer qu'ils sont partis. Ah, attendez. Bon. Donc, à partir du rang grand N, on a UN moins L inférieur à epsilon sur 2. À partir du rang grand N', on a UN moins L' inférieur à epsilon sur 2. Donc, en combinant ces deux trucs-là, à partir du rang max N, N', d'accord? Vous prenez un entier qui est plus grand que grand N et que grand N', c'est-à-dire qu'il est plus grand que le maximum des deux. On a bien UN moins L inférieur à epsilon sur 2 et UN moins L' inférieur à epsilon sur 2. Ok, ça, c'est encore un autre truc qui va arriver très souvent avec les histoires de limite de suite. C'est comme les histoires de parties entières et tout ça. Maintenant, il y a les histoires de maximum. Vous avez, quand il y a plusieurs rangs qui sont impliqués, si on sait qu'à partir d'un certain rang, on a tel truc, et à partir d'un certain autre rang, on a tel autre truc, bah, à partir du rang qui est le maximum des deux, on va avoir les deux trucs en même temps. Bon. Et maintenant arrive le truc magique. La valeur absolue de L moins L', je peux rajouter et enlever UN. J'ai toujours le droit de faire ça. D'accord? Vous rajoutez, vous soustrayez le même nombre, ça ne change strictement rien. Et maintenant, je peux appliquer ce qu'on a appelé l'inégalité triangulaire. Qui nous dit que la valeur absolue d'une somme, c'est plus petit que la somme des valeurs absolues. Et les sommes, je vais les regrouper comme ça. Donc ça va être plus petit que L moins UN plus UN moins L'. OK? Bon, bien sûr, la valeur absolue de L moins UN, c'est la même chose que la valeur absolue de UN moins L. Et donc ça va être strictement inférieur à epsilon sur 2 plus epsilon sur 2. J'utilise les trucs que j'ai trouvés. Et ça fait epsilon. Et donc, ça répond à votre question de tout à l'heure, pourquoi j'ai choisi epsilon sur 2. Parce que moi, j'ai déjà fait la preuve dans ma vie, donc je savais qu'à la fin, il y aurait 2 fois le truc qui apparaît. Donc, si je prends la moitié, bah, quand on les additionne, ça fait bien epsilon. Alors, est-ce qu'il y a une question? Alors, on me pose dans le chat, est-ce que c'est normal, si on est seul, on ne pensera pas à faire tout ça? Bah, au début, non. Là, bah, vous êtes un peu tous... c'est la première fois que vous voyez ce genre de truc, donc vous n'avez pas encore l'habitude. Une fois que vous aurez l'habitude, vous commencerez à un peu sentir le truc. Et si jamais vous ne le voyez pas, bah, c'est pas grave. Ce que vous faites,
au lieu de dire que c'est répétitif. Alors, attendez, je finis de. Est-ce que c'est répétitif? Oui, un petit peu. Vous voyez, ce genre de raisonnement, c'est un peu toujours le même genre de raisonnement qui arrive. Bien sûr, ce ne sera pas exactement la même chose, mais très fréquemment, ce sera le genre de truc qu'on va trouver. Et du coup, au bout d'un moment, vous saurez un petit peu au début comment ça marche. Alors, si jamais vous ne le voyez pas dès le début, en fait, c'est rare hein, d'y arriver à le voir dès le début, qu'il faudra mettre un sur 2, sur 3, sur 4. Hein. Bah, ce que vous faites, au lieu de mettre que c'est epsilon sur 2, ici, vous mettez epsilon 1, epsilon 2, et à la fin, vous aurez epsilon 1 plus epsilon 2. Et vous réfléchirez, bah, qu'est-ce que je dois choisir pour epsilon 1 et epsilon 2 pour qu'à la fin, epsilon 1 plus epsilon 2 fait epsilon. Bah, le plus simple, c'est encore de prendre epsilon sur 2 pour les deux. Après, on n'était pas obligé, hein. Je pouvais prendre 1 tiers et 2 tiers de epsilon. Il n'y avait pas de... Ça n'avait pas de signification particulière, epsilon sur 2. OK. Bon. Voilà, c'est ça aussi qu'il faudra apprendre à faire dans les exos. Bon, on va en faire plein des exos. Hein. Peut-être pas ce matin parce qu'il ne reste plus qu'un quart d'heure, mais... Bon. Donc, je vais juste finir le cours. Alors, je termine cette preuve. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que à partir du rang max de nn', donc pour, par exemple, petit n égale max de nn', la valeur absolue de n-l' est strictement inférieure à epsilon. Et ça, c'est un énoncé... attendez. Et ça, c'est un énoncé qui ne dépend plus de n. Donc, conclusion. La valeur absolue de L-L' est strictement inférieure à epsilon. Et là, il n'est plus question de n. Hein, c'est vrai, pour n égale max de n et n', on a valeur absolue de L-L' est inférieure à epsilon. Mais ça ne dépend plus de n. Donc, on peut oublier n. Et cette conclusion est vraie, quel que soit epsilon strictement positif. Hein, au début, on a bien choisi un epsilon quelconque. On n'a pas mis de condition sur epsilon. Donc, un nombre positif, la valeur absolue c'est toujours positif, qui est strictement plus petit que tout epsilon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur absolue de n-' égale 0. Un nombre qui est plus petit que n'importe quel nombre positif, c'est forcément 0. Donc, L égale L'. Ce qu'on voulait démontrer. Voilà. Là, j'ai fait, vous voyez, j'ai fait une preuve directe. Si vous voulez, vous pouvez essayer de la rédiger en faisant une preuve par l'absurde. Vous supposez que les limites sont différentes et vous verrez, ça reviendra à peu près au même. Ce sera juste un petit peu différent. Voilà. Alors, est-ce que cette preuve, ça va pour tout le monde? Ah, alors, il y a quelqu'un qui a répondu non. Alors, dites-moi. Ah, il y a 2 qui ont répondu non et un, je ne sais pas. Vous m'entendez? Ouais, c'est un peu... C'est grésille un petit peu, mais essayez pour moi. Bah, j'ai pas compris la ligne valeur absolue de n moins l' égale la valeur absolue de n moins n plus n moins l'. Alors, donc cette ligne-là ici. Donc, vous êtes d'accord que L moins L', c'est égal à L moins UN plus UN moins L'. Hein, si vous voulez, on peut simplifier les UN. Donc, le truc de droite est égal au truc de gauche. Oui. Ouais. Donc, ces deux trucs-là sont égaux. Et ensuite, je peux mettre des parenthèses comme je veux. Vous savez que l'addition, on peut mettre les parenthèses comme on veut. Donc, je dis que je... Vous voyez? Et après, j'applique l'inégalité triangulaire qui me dit que la valeur absolue de A plus B, c'est inférieur ou égal à la valeur absolue de A plus valeur absolue de B. Et ça, je l'applique pour A égale L moins UN et B égale UN moins L'. Et donc, je tombe là-dessus. Ok, merci. Ouais. Ça, c'est pareil. Hein. Enfin, vous voyez, là, c'est vraiment toutes ces preuves que je fais,
C'est pas pour rien, c'est parce que après, c'est des trucs dans les exos, ça va revenir tout le temps. Il va tout le temps y avoir ces idées de on va utiliser l'inégalité triangulaire, on va faire des max, des trucs, on va additionner des epsilon. Voilà, on va passer 4 semaines dessus. Mais là, c'est pour vous montrer au moins une première fois le raisonnement qu'on fait. C'est vraiment des trucs hyper typiques là, que je suis en train de faire. Monsieur, Oui. est-ce que vous pouvez juste revenir sur quand vous passez de la conclusion au donc, comment est-ce que vous passez de valeur absolue de L moins L' est inférieur à à la ligne d'après, L moins L' est égal à 0? Ça, c'est parce que, bon, si vous voulez, je n'ai pas écrit les choses complètement dans l'ordre. Les quantificateurs, ils sont pas... Ça, si vous voulez, j'ai écrit que pour tout epsilon strictement positif, la valeur absolue de L moins L' est inférieure à epsilon. Okay, la phrase qui est là, la conclusion, avec les quantificateurs écrits bien comme il faut, c'est comme ça qu'on l'écrit. Et ce que je dis, c'est que un nombre qui est compris, et la valeur absolue, attendez, je vais écrire encore un tout petit peu mieux, pour tout epsilon strictement positif, 0 inférieur à la valeur absolue de L moins L', la valeur absolue est toujours positive, et c'est inférieur à epsilon. Bon. Et si un nombre qui est strictement plus petit que tous les epsilon possibles, ça ne peut que être 0. Voilà. Parce que je vais faire la preuve à l'oral, hein, je ne vais pas l'écrire. C'est une preuve par contraposé, ou par l'absurde, ou je ne sais pas. C'est la même chose, quasiment. Si L moins L', bon, imaginons, je ne vais pas faire L moins L', imaginons L moins L', je l'appelle A. Donc imaginons vous avez un nombre A qui est compris entre 0 et epsilon pour tout epsilon. Alors forcément, ce nombre A, il vaut 0. Pourquoi? Imaginez que A est différent de 0 et qu'il est quand même positif. Bah, vous prenez epsilon égale A sur 2, et alors A n'est pas plus petit que epsilon, parce que A n'est pas plus petit que A sur 2. Ok? Ça va ou pas? Oui, merci beaucoup. Ouais. Et ça c'est aussi un peu typique. Hein. Montrer qu'un nombre vaut 0. Si vous montrez qu'il est plus petit que tous les epsilon, alors il vaut 0. Enfin, s'il est positif, hein. Moins 1 est plus petit que tous les epsilon. Mais pour les nombres positifs, s'il est plus petit que n'importe quel epsilon, alors il vaut 0. Ok? Est-ce qu'il y a d'autres questions sur tout ça? Oui, juste, monsieur, vous avez dit que à la fin, le dernier résultat, il dépendait plus de n. Ouais. Vous avez dit pourquoi, mais j'ai pas trop compris. Bah, c'est juste que le résultat qu'on trouve, c'est valeur absolue de L moins L' inférieure à epsilon. Et vous voyez, là, dans la phrase que je viens de dire, il n'y a plus de n. D'accord, mais Et c'est tout, c'est juste ça. Vous voyez, tout ce qui est les étapes intermédiaires, il y a des n, mais à la fin, la conclusion finale, il n'y a plus de n. Donc c'est un truc qui est vrai, je peux le sortir du quantificateur. Vous voyez, si j'ai un truc du style pour tout n, P, où P c'est une proposition qui ne dépend pas de n, et qu'il y a au moins un n qui marche, ça veut dire que P est vrai. Si c'est vrai pour tout n qui fait... imaginons, je vous dis, quel que soit l'entier que je choisis, il pleut, bah, c'est qu'il pleut. Vous voyez? Non? Ouais, ok. Voilà. D'autres questions sur tout ça? Bon. Donc, on vient de montrer que la limite est unique, donc ça nous permet de parler de la limite de la suite, si elle existe.
Et donc, on peut la noter limite de UN quand n tend vers plus l'infini. Bon, par contre, ce qu'il ne faut pas faire, ça c'est important, c'est tant que vous ne savez pas que la suite a une limite, n'écrivez jamais limite égale. Parce que là, implicitement, vous êtes en train de... Bon, ça, je reviendrai là-dessus dans les exos. Bon, du coup, là, il reste 8 minutes. Je vais terminer cette partie du cours et cet après-midi, on fera des exos là-dessus. Je ne sais pas si vous avez cours après, mais bon, on reviendra sur la définition, en tout cas, ne vous inquiétez pas. Alors, là, c'était ce qu'on vient de voir, c'est quand on a une limite finie, il y a des suites parfois qui ont des limites infinies. Qu'est-ce que ça donne du coup? Alors, on dit que, bon, pardon, soit UN une suite. Ah, vous avez cours après, bon, vous n'aurez pas le temps de relire le cours d'ici cet après-midi, mais bon, c'est pas grave, hein, cet après-midi, je reprendrai les définitions et tout ça. Donc, soit U une suite. On dit que la limite de UN quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini si, pour tout grand A strictement positif, il existe un rang grand N, tel que, pour tout n supérieur à grand N, UN est supérieur à grand A. Même strictement. D'accord? Donc, cette définition, elle veut dire quoi? Elle veut dire que j'ai ma suite UN, qui est là. Quel que soit le grand A que je choisis, à partir d'un certain moment, la suite va dépasser grand A et va jamais redescendre en dessous. Donc, vous pouvez imaginer, grand A, c'est un nombre qui est très grand. Et vous pouvez dire, par exemple, la suite, si elle tend vers plus l'infini, au bout d'un moment, elle va dépasser 1 million. Et 1 million, c'est encore petit. Donc, on va dire, au bout d'un moment, elle va dépasser 1 milliard. Elle ne va jamais redescendre en dessous. Et pareil, elle va dépasser 1 billion, 1 milliard, etc. Donc, c'est une suite. Quel que soit le nombre grand que vous choisissez, elle va toujours finir par le dépasser et jamais redescendre en dessous. Dans ce cas-là, on dit que la limite vaut plus l'infini. Et pareil, on dit que la limite de UN, c'est moins l'infini si, pour tout B strictement négatif, il existe un rang grand N, tel que, pour tout n supérieur à grand N, UN est strictement inférieur à B. Donc là, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. Une suite, elle tend vers moins l'infini si, quel que soit le nombre très petit dans les négatifs, donc en fait, il est grand en valeur absolue, mais il est négatif, la suite va passer en dessous et ne va jamais remonter au-dessus, à partir d'un certain rang. Alors, est-ce que ça, c'est OK? Attendez, je relance le sondage. On va juste faire un petit exemple de suite qui tend vers plus l'infini. Exemple, la limite, quand elle tend vers plus l'infini de n, c'est plus l'infini. Bon. Ça peut paraître évident, dit comme ça, mais bon, il faut le montrer. OK. Donc, la preuve, c'est comme avant. C'est une preuve, c'est pour tout, il existe pour tout. D'accord? Donc, ce qu'il faut faire, c'est soit grand A strictement positif fixé, on cherche un rang n tel que, pour tout n supérieur ou égal à grand N, n est strictement plus grand que A. D'accord? Donc, on fixe grand A et on va chercher un rang à partir duquel la suite dépasse grand A et ne redescend jamais en dessous. Bon. Qu'est-ce qu'on peut choisir comme rang?
Est-ce que quelqu'un a une idée? Si vous repensez à ce qu'on avait fait avec 1 sur n. N-1. Non, attendez. Grand N, il ne peut pas dépendre de n. Alors, ce qu'on aurait envie de faire, peut-être, ouais, comme vous dites dans le chat, c'est grand N égale grand A. Bon, ou grand A plus 1, parce qu'on veut que ce soit strictement supérieur. Le problème, c'est que grand A, ce n'est pas un entier. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir, du coup? Pour avoir un entier. On avait fait quoi? Voilà, la partie entière. Donc, on va choisir grand N égale la partie entière de A plus 1. Alors, n supérieur ou égal à grand N, ça entraîne n supérieur ou égal à la partie entière de A plus 1. Donc, n va être supérieur ou égal à A plus 1. Donc, non, on va être juste supérieur ou égal à A. Elle va être strictement supérieure à grand A. Bon, si vous voulez, allez, je vais faire toutes les parce que ça fait n-1 supérieur ou égal à la partie entière de A. Donc, n supérieur ou égal à A. N-1 supérieur ou égal à A. Donc, n strictement supérieur à grand A. Et voilà. Donc, c'est ce qu'on voulait démontrer. On a choisi A quelconque et on a trouvé un rang à partir duquel la suite dépasse grand A et ne redescend jamais en dessous. Et ce rang, c'est la partie entière de A plus 1. OK. Bon, là, il est l'heure. Alors, est-ce qu'avant qu'on s'arrête là, vous avez des questions ou des trucs pas clairs Monsieur, j'ai une question, mais c'est sur le chapitre d'avant, en fait. Ouais, allez-y, bah, si ça peut aider tout le monde, je pense. Parce qu'on avait fait un exercice où il fallait montrer que racine de 3 était irrationnelle. Ouais, Et après, il y avait un deuxième exemple avec racine de 6. oui. Et j'ai essayé de le faire, mais je suis pas sûre d'avoir vraiment réussi. Hmm. Parce que- Alors, attendez, je vais reprendre l'exo. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, j'ai l'impression que j'ai perdu tout mon truc là. Ah, voilà, voilà. Non, c'était l'exo d'avant. Voilà, c'était ça, hein. Bon, alors imaginons que vous remplacez le 3 par 6. Donc vous faites exactement la même chose, vous divisez chacun par le PGCD. Et du coup, vous avez 6. Et à la fin, on arrive à 6 divise P' carré. Bon, et là, on ne peut pas se servir du fait que 3 est premier. Par contre, on peut dire que 6, c'est 2 fois 3. Et du coup, on va avoir que 2 divise P' au carré et que 3 divise P' au carré. Donc on va avoir que 2 divise P' et que 3 divise P'. En utilisant le fait que si un nombre premier divise un produit de facteurs, il divise l'un des deux. Et maintenant, si 2 divise P' et 3 divise P', comme 2 et 3 sont premiers entre eux, on en conclut que 2 fois 3 divise P'. Et du coup, 6 divise P'. Et c'est comme ça qu'on fait. Est-ce qu'on aurait aussi pu faire... En fait, je me retrouve avec P' au carré égale 6Q' au carré. Ouais, Et j'ai dit que vu que P' et Q' étaient premiers entre eux, oui, alors P' carré et Q' carré aussi. oui, Et du coup, 6 ne pouvait pas être... oui, oui, ça fonctionne aussi. oui. Ouais, ouais, ça marche. Merci. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on s'arrête là. Les autres? Non? Bon, bah, on se retrouve à 14h alors. Moi, je vais couper l'enregistrement.